Alors, les négociations entre les États-Unis et l'Iran ont échoué. C'est évident, c'est clair. Est-ce que la guerre est imminente? Les services secrets américains accusent la Chine d'envoyer des systèmes de défense en Iran et d'autres armes pour vaincre cette guerre. Donald Trump est très en colère par rapport à ça. On va essayer de voir rapidement ce qui se passe, en tout cas, dans les 12 heures passées. Et je pense que c'est très intéressant et très important. L'Iran, en discussion avec les États-Unis, qu'est-ce qu'on a eu de la part des Américains? On a eu 2 promoteurs immobiliers juifs comme négociateurs de la part des États-Unis d'Amérique. On parle ici de qui? Ce monsieur ici, Steve Witkoff, et de celui-là, Jared Kushner. Ils sont évidemment dans le gouvernement américain, travailleurs, mais ils sont juifs. Dans un contexte où on a un Iran en train de résister contre l'État juif. Vous envoyez des juifs américains pour aller discuter. Est-ce que l'Iran s'y sentira à l'aise? Est-ce qu'on espère avoir une négociation équilibrée et qui réussit? Point d'interrogation. En attendant, il y avait J.D. Vance, le vice-président américain, qui avait été requis, en tout cas demandé, exigé par les Iraniens. Sa présence était exigée. J.D. Vance s'est exprimé ouvertement après les négociations. 21 heures de négociations sans stop, par intermédiaire du Pakistan. 21 heures. Apparemment, ils étaient dans 2 salles complètement différentes. Et les Pakistanais allaient dans une salle discuter avec les Américains et rentraient dans une autre salle discuter avec les Iraniens, d'après ce qui est reporté. J.D. Vance a dit que les lignes rouges étaient claires. Les lignes rouges américaines. Pas d'armes nucléaires pour l'Iran, ni de moyens non développés. Et apparemment, d'après lui, ils n'ont pas eu les réponses nécessaires par rapport à cette histoire. Ça n'a pas marché. Suivez. Nous sommes en pourparlers depuis 21 heures. Nous avons eu plusieurs discussions de fond avec les Iraniens. C'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que nous n'avons pas encore trouvé d'accord. Nous avons clairement indiqué nos lignes rouges, les points sur lesquels nous sommes prêts à faire des concessions et ceux sur lesquels nous ne le sommes pas. Et ils ont choisi de ne pas accepter nos conditions. Nous voyons ici un J.D. Vance très frustré par rapport à la situation, demandant pas d'armes nucléaires pour l'Iran, ni de moyens non développés, mais pourtant nous savons que d'après le fatwa de l'ayatollah, l'ayatollah, le responsable iranien, avait affirmé ne pas vouloir posséder d'armes nucléaires. L'ayatollah Khamenei avait évoqué pour la toute première fois, on s'en souvient en octobre 2003, où il disait comme une fatwa, c'est-à-dire un décret religieux interdisant la production, le stockage, l'utilisation des armes nucléaires, ainsi que d'autres armes de destruction massive. Il a trouvé que c'était haram, c'est-à-dire inacceptable dans l'islam, de posséder de telles armes. Donc les Iraniens qui respectent les paroles de l'ayatollah Ali Khamenei ne peuvent donc pas produire des armes nucléaires. Les Américains, dans ce cas, trouvent que c'est insuffisant. Il faudrait un papier ou des documents certifiant qu'ils ne produiront jamais d'armes nucléaires. En parlant du détroit d'Ormuz, il était agréé pendant le cessez-le-feu que l'Iran ouvre inconditionnellement le détroit d'Ormuz. Ce qui s'était passé était plutôt autre chose. L'Iran a continué à taxer certains navires à hauteur de 2 millions de dollars le passage. Et aussi, Trump a dit que les États-Unis avaient repris contrôle du détroit d'Ormuz. Est-ce vrai ou pas? Il dit que la raison pour laquelle le détroit d'Ormuz n'était toujours pas ouvert, c'est parce que les Iraniens ne savent pas où ils ont placé leurs propres mines. Donc les Américains devraient envoyer leurs bateaux pour aller déminer les endroits où les Iraniens ne savent même plus s'ils ont des mines. Donc comme vous le voyez, les États-Unis à travers CENTCOM, son unité centrale militaire, ils disent que 2 navires américains ont traversé le détroit dans des objectifs de déminage et établir un corridor de navigation sécurisé pour le commerce maritime. Mais est-ce vrai ou pas? On ne sait pas. En tout cas, ce que l'Iran a fait jusque-là a beaucoup d'impact. On ne peut pas le négliger ou faire semblant. Donald Trump a d'ailleurs dit que l'Iran devrait négocier impérativement parce qu'ils n'ont pas de cartes à jouer. Ils n'avaient plus de cartes. Mais ce qui est quand même contraire à ce qu'on voit comme fait, que l'Iran semble avoir beaucoup de cartes. Parce que jusque-là, il y a eu des manifestations en Irlande. Regardez par exemple. Ça, c'est en Irlande, les gens sont en train de manifester. Pourquoi? À cause du prix du pétrole. Le prix du pétrole a haussé. Et ça commence à se voir. En Norvège aussi, les gens ont manifesté contre le prix du pétrole. Mais en attendant, qu'est-ce que Trump dit? Trump dit au reste du monde, écoutez, puisque vous n'avez pas accès au pétrole iranien, au pétrole du Golfe, vous pouvez venir aux États-Unis d'Amérique, on l'a acheté. Nous en avons à profusion. Ici, les États-Unis d'Amérique accusent la Chine, en tout cas les services secrets disent avoir des rapports sûrs, prétextant que la Chine prépare une livraison d'armes à l'Iran dans les prochaines semaines. On parle ici de quelles armes? Il s'agirait principalement, ou notamment, des systèmes MANPAD, c'est-à-dire des missiles solaires portables.
Parce que je vous rappelle, le F-15 américain qui a été abattu, ça n'a pas été abattu avec un missile solaire extraordinaire. C'était un Manpad, c'est-à-dire le missile solaire portable. Apparemment, la Chine prépare une livraison d'armes à l'Iran. Suivez. Les services de renseignement américains affirment que la Chine se prépare à livrer des armes à l'Iran. Avez-vous parlé au président Xi? Si la Chine fait cela, elle aura de gros problèmes. D'accord. On dit que ces Manpad chinois représentent une menace sérieuse pour les aéronefs volant à basse altitude. Les livraisons, évidemment, passeraient à travers un pays tiers. Donc la Chine n'envoie pas directement vers l'Iran, sinon il devient activement participant à la guerre. La Chine compte envoyer à travers un autre pays pour que ce pays envoie à l'Iran. Il existe également des indications selon lesquelles la Chine aurait déjà envoyé jusqu'à présent, ou autorisé l'envoi des composants, des produits chimiques, des carburants, des pièces utilisables pour la production militaire iranienne pendant le conflit. Donc, l'Iran n'a pas été seul jusque-là. Les renseignements démontrent que la Chine a joué un rôle très important. Et avec le temps, ils commencent à le faire ouvertement. Les Chinois commencent à le faire ouvertement. C'est-à-dire, tu aidais quelqu'un dans le noir, mais après avoir examiné la réaction de son adversaire, une réaction clairement irrespectueuse aux normes internationales, tu dis finalement, je crois que je vais livrer ça ouvertement. Quelles sont les raisons pour lesquelles la Chine ouvrirait ou en tout cas se lancerait ouvertement dans une guerre contre les États-Unis et Israël en même temps? Ce qu'on sait de manière évidente est que l'armée israélienne avait mené une importante vague des frappes aériennes en Iran. Ils ont complètement détruit des voies ferroviaires iraniennes, complètement détruit, oblitéré des ponts et tout le bazar. L'IDF a confirmé avoir frappé au moins 8 à 10 segments de ponts des voies ferrées de plusieurs régions en Iran. Donc, ils ont détruit des voies ferrées dans plusieurs régions. Et pendant ce temps, nous savons qu'il y avait un projet très important entre la Chine et l'Iran, un projet de voie ferrée. Ça s'appelle le China-Iran Railway. C'est un projet qui devrait relier l'Iran à la Chine via un corridor terrestre, facilitant le transport des marchandises, de pétrole, potentiellement d'équipements militaires. Donc, c'est un projet effectué par les Chinois qui a coûté à peu près 7 milliards de dollars. Les Chinois sont partis en Iran construire des voies ferrées à hauteur de 7 milliards de dollars de leurs propres investissements. Les Israéliens sont partis bombarder ça. Alors, ça a énervé la Chine. Parce qu'en tout cas, vous faites un projet, vous investissez, on vient bombarder vos histoires. Qui veut aimer ça? On peut pas aimer ça. Donald Trump actuellement fait face à des critiques incroyables de la part de certains conservateurs. Et aux États-Unis, il y a principalement 2 partis politiques, les démocrates et les conservateurs. Donald Trump est un conservateur. Généralement, les conservateurs soutiennent des conservateurs. En ce moment-ci, avec la guerre en Iran et tout le bazar, nombreux démocrates sont contre Trump, évidemment. Mais aussi des conservateurs. Des conservateurs vrais qui sont absolument contre Trump. Le cas de ce monsieur ici, Tucker Carlson, qui a déclaré que Trump est l'esclave de Netanyahou. C'est chaud. Je ne crois pas que ce soit aussi simple que de dire qu'il est sous le contrôle de Netanyahou. Mais vous savez, on pourrait résumer la situation ainsi et ce ne serait pas totalement faux. Et encore une fois, nous le savons parce que la plus grande erreur de Trump, ou de n'importe quel président américain de mon vivant, a été de déclarer la guerre à l'Iran dans le but de changer son régime. Tucker Carlson a aussi parlé, en parlant de la Grande-Bretagne, que le premier ministre britannique aurait fait arrêter des personnes pour avoir critiqué un pays étranger. Non, Keir Starmer est tout aussi asservi que Donald Trump. C'est illégal. Critiquer Israël est un crime passible d'arrestation en Grande-Bretagne. Si vous soutenez une action en faveur de la Palestine, vous pouvez être arrêté. Des arrestations ont déjà eu lieu. Autrement dit, critiquer un autre pays est illégal en Grande-Bretagne. Il parle de quoi là? Il dit que le premier ministre Starmer, même si ouvertement il dit être contre la guerre en Iran et avoir refusé certains éléments à Donald Trump, il a fait arrêter plusieurs personnes en Angleterre pour avoir manifesté contre ce qui se passe contre les Palestiniens et le reste. Et qu'il était aussi sous contrôle. Tucker Carlson dit aussi que Trump est sous contrôle. Donc, il est dirigé par le lobby. Il ne décide pas de lui-même. À part Tucker Carlson, il y a aussi le monsieur qui était le chef des renseignements américains, qui a démissionné récemment, qui a aussi manifestement dit que la guerre avec l'Iran, ce n'est pas une guerre des Américains. C'est une guerre que Israël impose à Trump sous pression. Voilà ce que c'est, les amis. En tout cas, on accuse la Chine de livrer les armes à l'Iran. La Chine a-t-elle raison de le faire? Si vous détruisez leurs infrastructures, leurs projets, vont-ils s'impliquer? Les négociations ont échoué, c'est évident. On a fait appel à J.D. Vance, espérant qu'il soit quelqu'un de différent de Trump. Il l'est, en tout cas dans ses paroles. Mais aussi, on a fait venir 2 personnes qui sont juives. Même si on comprend que la religion n'a rien à voir avec l'État. Mais merci infiniment, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci d'être là. On y va très rapidement. Le président argentin s'est exprimé très ouvertement. Le président Javier Milei a adopté une position
très pro-guerre à l'égard de l'Iran. Ils sont prêts à envoyer des militaires pour aller faire la guerre. Il a exprimé à plusieurs reprises un soutien total aux opérations militaires américaines et israéliennes contre l'Iran. Mais qu'est-ce qu'il a comme problème avec l'Iran? Point d'interrogation. Il a qualifié l'Iran d'ennemi de l'Argentine. L'Iran ennemi de l'Argentine, évoquant une situation qui s'était passée en 1982. Une histoire complètement oubliée. Il a qualifié l'Iran d'ennemi de l'Argentine. Il décrit le régime iranien comme une tyrannie qui propage le terrorisme. C'est chaud. C'est comme si on parlait d'une personne à qui on est ami, mais on est forcé de le voir prendre une position, puisque nous sommes en guerre contre quelqu'un. Comme tu es mon ami, tu dois manifestement prendre position, sinon tu n'es pas mon ami. C'est ce qu'on voit. Parce que l'Argentine, clairement, n'a pas de problème avec l'Iran. C'est le président argentin actuel qui semble avoir un problème réel avec l'Iran, par association. Qu'est-ce qui s'est passé? Mars 2026, lors de son discours à Yeshiva University à New York. Yeshiva University, évidemment, c'est une université juive. Le président argentin s'est déclaré le président le plus sioniste du monde. Il dit « Je suis le président le plus sioniste du monde ». Voilà ce qu'il a affirmé. Et il dit « Nous allons gagner cette guerre ». Donc il s'est inclus. Nous allons gagner cette guerre. Alors la guerre était déjà évidente avant qu'elle ne commence, en tout cas dans sa tête. Le responsable du gouvernement argentin, y compris le secrétaire de la communication, ont déclaré publiquement que l'Argentine est prête à fournir un soutien militaire, y compris potentiellement l'envoi des troupes pour aller combattre contre l'Iran. Comment est-ce que l'Iran a réagi? On le verra tout de suite. Le président argentin a officiellement déclaré le corps de gardiens de la révolution islamique comme une force ou organisation terroriste. Et pour toutes ces raisons, nous précisons également où nous nous situons en ce moment historique, alors que les États-Unis, Israël ont décidé de mettre fin au régime iranien. Une tyrannie qui non seulement maintient sa propre population captive, mais s'est aussi consacrée à semer la terreur depuis des décennies à travers le monde. La justice argentine a reconnu le caractère de crime contre l'humanité des deux attentats et a souligné la responsabilité de la République islamique d'Iran et du Hezbollah dans l'exécution de ces actes atroces. C'est un peu comme ce qu'a fait les États-Unis d'Amérique, c'est un peu ce qu'a fait les autres pays. En déclarant le corps de gardiens de la révolution islamique comme un groupe terroriste, ça vous donne le droit, de manière internationale, de pouvoir les bombarder parce qu'ils sont terroristes, d'après les préceptes. Okay? Cette décision intègre cette force iranienne dans le registre public des personnes, des entités liées au terrorisme et son financement. Donc, elle entraîne des sanctions financières et des gels d'actifs immédiats. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il y a eu expulsion. On a expulsé le chargé d'affaires iranien du pays. On lui a donné 48 heures pour quitter le pays. L'Argentine a déclaré persona non grata. Le chargé d'affaires iranien, Mossé Tehrani, cet homme ici, il a reçu l'ordre de quitter le territoire immédiatement, chose qui est déjà faite jusque-là. En fait, lui-même, il a fait ça en avance, avant les 48 heures. Donc l'Argentine s'implique directement dans cette guerre. L'Iran réagit évidemment, l'Iran réagit dans ce cas avec beaucoup de tact. En réaction à la condamnation virulente d'Argentine, l'Iran a qualifié la décision argentine d'illégale, infondée et offensive. Comment osez-vous faire ça? On ne vous a absolument rien fait. La question qu'on se pose est celle-ci. Pourquoi? Pourquoi l'Argentine ferait ça? Pourquoi le président argentin s'est lancé dans une histoire qui ne le concerne pas, n'est-ce pas? En plus de se dire le président le plus sioniste et de dire aussi que nous allons gagner cette guerre, c'est en dépit de quoi qu'il dit ça. La vérité est très simple. La vérité est claire. Le président argentin a des origines juives. Ah oui, ok? Des origines juives, évidemment, à travers son grand-père maternel, Fidel Castro. En 2024, Javier Milei a révélé publiquement que son grand-père, une influence majeure dans sa vie évidemment, avait découvert peu avant sa mort que sa propre mère était juive. Milei a également mentionné que l'un de ses arrière-grands-pères aurait pu être rabbin. Donc il a un grand-père juif et que l'un de ses aïeux était rabbin. Donc évidemment, soutenir l'idée selon laquelle le sionisme, pour lui, est tout à fait naturel, même si c'est positif ou négatif. Donc puisque je suis en appartenance, naturellement, je soutiendrai. Est-ce bon ou pas? Est-ce que ça va à l'égard des bonnes valeurs? Parce que le simple fait que vous soyez d'une certaine religion ne veut pas dire qu'il faudrait soutenir la religion automatiquement. Si les gens appliquant la religion, dans un certain cas précis, font des choses qui ne sont pas correctes. En étant président, il faudrait naturellement s'écarter des décisions prises sur base de religion, n'est-ce pas?
Ah bah lui, il dit non, moi j'ai mon grand-père est sioniste, juif. Mon arrière-arrière-grand-père était rabbin, donc automatiquement j'entre en guerre. Il dit avoir une affinité forte et publique avec le judaïsme. Il étudie régulièrement le Torah et participe au dîner des sabbats, visite des synagogues et prie au mur des lamentations. Monsieur le président argentin aurait aussi un rabbin comme conseiller spirituel proche. Il aurait aussi même nommé un rabbin comme ambassadeur d'Argentine en Israël. Est-ce que vous pensez qu'il ferait quand même usage de clarté, de sérénité dans cette histoire? Ou bien il irait simplement à cause de la religion? Quoi d'interrogation? En Espagne, le président s'est exprimé très clairement. Il a été fort dans ses propos. L'Espagne ne sera pas complice, dit-il, de quelque chose de mauvais pour le monde et n'applaudira pas ceux qui mettent le feu au monde juste parce qu'ils arrivent avec un seau. Donc l'Espagne dit qu'ils ne soutiendront pas les Américains simplement parce qu'ils sont Américains. Ils ne feront pas ça du tout. Le président espagnol a été vivement critiqué par Donald Trump. On va couper tous nos échanges commerciaux avec l'Espagne, on ne veut plus rien avoir à faire avec eux. Il s'est opposé à cette guerre dès le début des frappes aériennes américo-israéliennes. Le 28 février, le Premier ministre Pedro Sánchez a qualifié l'opération d'injustifiable, de dangereux et d'illégal. La position de l'Espagne tient en 4 mots. Non à la guerre. Nous ne serons pas complices de quelque chose qui est mauvais pour le monde et qui est également contraire à nos valeurs et à nos intérêts, simplement par peur des représailles. Trump n'a pas aimé ça. Trump, évidemment, a mis la pression et certains supporters de Trump lui ont demandé de menacer l'Espagne et de couper le commerce avec Madrid en représailles au refus de son opposition à la guerre. Tout a commencé lorsque tous les pays européens, à ma demande, ont versé 5% sur les fonds de l'OTAN, ce qu'ils devaient faire, et tout le monde était enthousiaste. L'Allemagne, tout le monde. Mais l'Espagne ne l'a pas fait, et maintenant, l'Espagne a déclaré que nous ne pouvions pas utiliser ces bases, mais c'est pas grave. L'Espagne a des sites où les Américains occupent. Il y a des bases militaires où les Américains viennent régulièrement. Il a refusé les actions partant des bases espagnoles. Si vous voulez couper les commerces, coupez. En Espagne, d'ailleurs, regardez, ça, ce sont des gens en train de manifester. Ils ont manifesté contre Trump, ils ont manifesté contre Israël. Les relations entre Israël et Espagne ont beaucoup dégradé. L'Espagne a reconnu l'État de Palestine en 2024. Oui, ils ont reconnu la Palestine comme un État libre. Évidemment, Israël n'a pas aimé ça. Le Sénégal, au président Sonko, a condamné fermement les œuvres de Trump. Oui, M. Sonko, le premier Africain, peut-être après Julius Malema, à s'exprimer ouvertement, sans peur. Les Africains sont généralement hypocrites, même quand ils pensent, ils ne disent pas. Dès le début des opérations, le Sénégal a été l'un des premiers pays africains à dénoncer publiquement les frappes israélo-américaines. D'illégal de l'Iran, d'obtempérer à leur désir, a ordonné la fermeture du détroit d'Ormuz. Nous savons tous que le détroit d'Ormuz a déjà été fermé par les Iraniens. Mais Trump, cette fois-là, dit qu'il veut aussi faire un blocus derrière le blocus déjà établi par l'Iran. C'est bizarre. En d'autres termes, pour chaque bateau ou navire qui passait déjà à travers la coopération des Iraniens, Donald Trump va faire un blocus. C'est-à-dire, les bateaux qui passent et qui payent $2 millions à l'Iran seront arrêtés par les forces navales américaines et forcés d'invalider leur cargaison qui sera saisie par les États-Unis d'Amérique. Donc, en fait, ces bateaux et ces navires travailleront à perte. Écoutez ce que M. Donald Trump a à dire. Comme vous le savez, demain à 10h, un blocus entrera en vigueur. Ce sera donc demain à 10h. D'autres nations œuvrent pour empêcher l'Iran de vendre son pétrole. Et ce serait très efficace. Mais ce que nous voulons faire, c'est... Et encore une fois, nous n'en avons pas besoin. Mais nous avons remarqué que ce que nous voyons, et je pense que c'est peut-être mon idée, peut-être pas, je ne sais pas. Il dit « we don't need it ». « We don't need it », c'est-à-dire nous allons faire ce blocus, nous n'avons pas besoin de pétrole iranien, mais on va faire souffrir tous ceux qui vont acheter le pétrole iranien. En réalité, qu'est-ce que M. Trump essaie de dire là? Il essaie de dire que nous avons assez de pétrole chez nous aux États-Unis d'Amérique, on n'a pas besoin du pétrole iranien. Mais comme nous, on n'a pas accès au pétrole iranien, nous les Israéliens, puisque l'Iran a refusé catégoriquement de nous autoriser, on le fera impossible pour n'importe qui de l'avoir. D'ailleurs, nous n'en avons pas besoin. Vous ne pouvez pas trouver de solution sans nous. C'est ce qu'il veut dire. Continuons. De nombreux bateaux se dirigent vers notre pays pour se charger de pétrole et ensuite le voler. Donc il dit, je viens de remarquer qu'il y a plusieurs bateaux et navires maintenant, des tankers, qui viennent vers les États-Unis d'Amérique pour chercher le pétrole. En d'autres termes, nous allons maintenant fermer le robinet iranien de pétrole pour forcer à tout le monde, même ceux qui veulent continuer à partir vers l'Iran, de venir aux États-Unis acheter notre pétrole. Ils ne vont donc pas emprunter le chemin le plus direct.
Oh, je ne sais pas. Peu m'importe qu'ils reviennent ou non. S'ils ne reviennent pas, ça me va. L'armée est neutralisée et leurs missiles sont en grande partie épuisés. Leur capacité de production de missiles et de drones est largement anéantie. Nous avons été très conciliants. Nous n'avons pas détruit beaucoup de ponts. Nous n'en avons détruit qu'un seul, parce qu'ils n'ont pas tenu parole. Ils n'ont pas respecté leurs promesses. Je pense que l'Iran est dans une situation très critique. Je pense qu'ils sont au pied du mur. Nous avons eu une réunion de 21 heures. Nous comprenons la situation mieux que quiconque. Et l'Iran est dans une situation très critique. Et pour que ce soit bien clair, l'Iran n'aura pas l'arme nucléaire, il n'y a aucune chance qu'ils l'obtiennent, même s'ils la veulent toujours. Et ils l'ont clairement affirmé l'autre soir. L'Iran n'aura pas l'arme nucléaire. So, Trump dit l'Iran n'aura jamais la bombe nucléaire. Bon, la question qu'on se poserait ici, si la bombe nucléaire est réservée aux États-Unis, c'est sur base de quelle logique? Ok, puisque l'Iran, à ce qu'on sache, n'a pas causé autant de guerres en nombre de répétitions que les autres pays. Pourquoi est-ce que les États-Unis peuvent avoir la bombe nucléaire et certains autres pays pendant que l'Iran ne peut pas? Point d'interrogation. Maintenant, ici, on a un élément très intéressant. On nous a dit que les Américains vont forcer le chemin dans le détroit d'Ormuz. C'est-à-dire, les Américains vont établir un sentier libre, un corridor d'ouverture permettant aux bateaux qui veulent travailler avec les Américains de passer à travers le détroit d'Ormuz, malgré les refus des Iraniens. Donc, les Américains vont envoyer les bateaux de leur Navy, leur force navale, pour forcer la route, pour déminer, pour combattre des militaires iraniens qui sont là et créer un sentier, un couloir pour tous ces bateaux qui veulent travailler avec eux. Maintenant, il y a aussi quelque chose de très intéressant parce que l'Iran vient de déployer des images montrant qu'ils ont en effet bloqué les bateaux américains qui sont censés être ces bateaux qui vont débloquer le détroit suivant. This is Sepah Navy Station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. Donc là, on voit les Iraniens en train de communiquer avec des navires de guerre américains, leur disant il faut rentrer dans l'océan Indien, sinon on va vous oblitérer. Suivez. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. This is Coalition Warship 121, engaged in transit passage in accordance with international law. No challenge is attended to you. U.S. Navy warship transiting in the vicinity Fujairah Port and Oman Sea. This is Sepah Navy. This is Sepah Navy. Last warning, last warning, last warning. Close to High Island Port. Vous voyez là, je vais vous arrêter là très rapidement. Les Iraniens leur disent, vous n'avez pas le droit d'être là. Vous avez intérêt de quitter, sinon vous serez une cible légitime. La femme qui répond en disant non, écoutez, ça c'est nous sommes les Américains, nous passons sous la loi internationale dans les eaux internationales, selon la loi internationale. Nous n'avons pas l'intention de vous défier du tout. Elle a dit ça. Pas d'intention de vous challenger. Le monsieur continue, l'Iranien, suivez. Attention all vessels, attention all vessels, attention all vessels in Oman Sea. This is Iranian Sepah Navy. If you see any warship in your vicinity, keep a distance more than 10 miles from them because I'm ready to open fire on them without any warning. Donc là, maintenant, il envoie un message clair à tous les bateaux qui sont autour du bateau de guerre américain. Si vous êtes à côté du bateau américain ou d'un bateau américain, faites attention, restez à 10 miles loin de ces bateaux parce que nous sommes prêts à tirer, à ouvrir le feu. Maintenant, cette vidéo a été déployée par l'Iran ce matin, mais on ne sait pas tout à fait, est-ce qu'ils ont exécuté ce bateau ou pas? Est-ce qu'ils ont bombardé, ils ont détruit? Qu'est-ce qui s'est passé après? On n'a pas encore les informations. Ensuite, on a une image ici où le président américain s'est attaqué directement au pape. Oui, le pape Léo, qui s'est opposé à la guerre contre l'Iran, disant que c'était injuste de bombarder des innocents, civils et femmes. Et le président Donald Trump a trouvé qu'il était nécessaire de s'attaquer directement au pape. Suivez ce qu'il a dit. Nous n'aimons pas un pape qui dirait qu'il est acceptable de posséder l'arme nucléaire. Nous ne voulons pas d'un pape qui déclare que la criminalité est acceptable dans nos villes. Je n'aime pas ça. Je ne suis pas un grand fan du pape Léon XIII. Mais le pape n'a jamais dit ça. Il a dit jamais qu'il était bon d'avoir une bombe nucléaire. Le pape n'a jamais dit qu'il était OK d'avoir des crimes dans leur cité. Ce n'est pas ce que le pape a dit. Le pape a dit que c'était injuste de bombarder des gens injustement, qui sont civils, qui n'ont rien fait. Continuons. C'est quelqu'un de très libéral. Et c'est un homme qui ne croit pas qu'il faille lutter contre la criminalité.
Monsieur dit que le pape est quelqu'un de très libéral. Libéral, dans ce cas, on parle des gens qui sont tolérants vis-à-vis des hommes qui aiment des autres hommes, des femmes qui aiment des hommes, autres femmes. Vous voyez un peu. Donald Trump et son groupe de personnes ne sont pas ces genres de personnes. Et lui dit, le pape a beaucoup de tolérance pour le crime. Continuons. C'est un homme qui pense que nous ne devrions pas jouer avec un pays qui veut se doter de l'arme nucléaire pour détruire le monde. Le président Trump dit que le pape veut qu'on soit gentil avec un pays qui cherche une bombe nucléaire pour éclater ou exploser le monde. Mais je pense que depuis que le monde a commencé, on connaît le pays qui a déjà éclaté et explosé le monde avec une bombe nucléaire, n'est-ce pas? A-t-il raison de le dire ou pas? Dans la vidéo prochaine, nous allons voir le ministre des Affaires étrangères iranien en train de répondre aux journalistes juste après l'échec des négociations avec les États-Unis d'Amérique. Suivez. Les dirigeants israéliens doivent comprendre que leurs crimes ne resteront pas impunis. L'escalade est inévitable. Israël doit immédiatement lancer des attaques contre Gaza et le Liban. Sans cessez-le-feu à Gaza, la paix dans la région ne sera pas garantie. Le Conseil de sécurité doit agir sans délai pour stopper cette escalade, mettre fin à la guerre d'Israël et imposer un cessez-le-feu immédiat. Il s'agit ainsi de sauver des vies innocentes. Sinon, la région risque de sombrer dans un conflit généralisé et l'histoire tiendra pour responsables les soutiens d'Israël, notamment les États-Unis. L'Iran se tient fermement aux côtés du gouvernement et du peuple libanais. L'Iran a déjà fait preuve d'une patience et d'une retenue remarquables dans l'intérêt de la paix et de la stabilité régionale. L'Iran défend fermement son droit inhérent à défendre ses intérêts vitaux. Enfin, l'Iran ne restera pas indifférent en cas de guerre ouverte au Liban. Nous sommes solidaires du peuple libanais de toutes nos forces. Merci. En tout cas, je n'ai plus rien à dire. Je pense que c'est clair, c'est évident. L'Iran ne laissera pas les autres détruire le Liban. Ils ne le feront pas. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Les États-Unis d'Amérique envoyant des bateaux de guerre pour aller ouvrir un sentier pour ceux qui sont pour eux. Et cette image claire de l'Iran qui dit ouvertement aux Américains, si vous passez, on va vous détruire. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça y est, ça se bouscule de partout. Quelques membres de l'OTAN se sont exprimés farouchement contre Israël. Ils sont très en colère. L'Espagne, l'Italie et beaucoup d'autres pays ont parlé et ça fait très mal. Les États-Unis d'Amérique de Donald Trump est très en colère vis-à-vis de l'OTAN. Ils veulent présenter leurs documents de sortie de l'OTAN. On va essayer de voir quelques éléments ici très importants. On y va. Salut à tous les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment d'être là. Avant de commencer, je vous encourage de faire ça. Faites ça s'il vous plaît, ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. C'est fait. Merci. Eh ben, l'Espagne blâme Israël fermement. L'Espagne condamne Israël. Pourquoi? Parce que Israël a bombardé le Liban après le cessez-le-feu. Ok? Ils sont très en colère parce que beaucoup pensaient qu'en effet, Israël ferait un truc de similaire pour saboter ce cessez-le-feu. Ça, c'est exactement ce que l'ex-chef de renseignement américain, qui a démissionné récemment, disait. Qu'est-ce que l'Espagne a dit? L'Espagne a fermement condamné les récentes frappes israéliennes au Liban, les qualifiant d'illégales, de violation de droit international et de mépris pour la vie. Le Premier ministre, Pedro Sanchez, a exhorté l'Union européenne, il n'a pas stoppé là, il a exhorté l'Union européenne à suspendre l'accord d'association avec Israël. C'est chaud. Il a insisté pour que le Liban soit pleinement inclus dans tout cessez-le-feu. Dans ce processus, évidemment. Il a déclaré « Le mépris d'Israël pour la vie et le droit international est intolérable ». Vous savez, il y a quelque temps, l'Iran s'est accordé avec les États-Unis d'Amérique, souhaitant un cessez-le-feu de 14 jours. Mais parmi les éléments imbriqués par l'Iran, c'était l'arrêt immédiat de bombardement contre l'Iran et contre tous les autres fronts. Les États-Unis d'Amérique n'ont pas encore bombardé, mais Israël a bombardé. Continuons sur l'Espagne. L'Espagne a fermé son espace aérien. Ok, plus tôt dans le conflit, juste au début, l'Espagne avait fermé son espace aérien aux avions américains liés aux opérations contre l'Iran et a refusé l'utilisation des bases conjointes hispano-américaines. Vous savez, nous avons refusé aux États-Unis l'utilisation des bases de Rota et de Morón pour cette guerre illégale. Tous les plans de vol qui prévoyaient des actions liées à l'opération en Iran ont été rejetés, tous, y compris ceux des avions ravitailleurs. Cela n'a pas été facile,
mais je pense que nous l'avons fait parce que, entre autres choses, l'accord bilatéral qui régit ces bases le permet, et parce que nous sommes un pays souverain qui ne veut pas participer à des guerres. L'Espagne a dit non, ici chez nous vous ne passez pas. Ils ont bloqué l'espace aérien. La France a aussi bloqué l'espace aérien pour pas que les avions américains portant des équipements israéliens ou pour objectif d'aller bombarder l'Iran ne passent. Et pour conclure, l'Espagne va au-delà de cela, les amis. Qu'est-ce qu'ils font? L'Espagne fait une réouverture de son ambassade à Téhéran. Incroyable. Si vous parlez de défi et de défiance, voilà la défiance. L'Espagne a annoncé aujourd'hui qu'elle réouvrira immédiatement son ambassade à Téhéran. Le ministre des Affaires étrangères, Joan Maquez Alvarez, celui-ci, ministre des Affaires étrangères espagnol, a donné l'ordre à l'ambassadeur Antonio Sanchez de retourner en poste et de reprendre les opérations. Puisque vous voulez montrer au monde que vous êtes trop fort. Tout le monde respecte les cessez-le-feu, vous bombardez. En essayant d'ostraciser les autres. Bon, nous, on comprend que c'est vous les problèmes. On renvoie notre ambassadeur pour rouvrir l'ambassade et résumer le travail. Qu'est-ce que l'Espagne risque? Nous savons que les Israéliens ne sont pas faciles, hein? Pas du tout. Est-ce que le président sera machin histoire? Point d'interrogation. L'Italie, sa position est très claire. L'Italie blâme Israël de ce bombardement. L'Italie a qualifié à travers madame ici que les frappes israéliennes au Liban étaient injustifiées et inacceptables et une violation de droits internationaux humanitaires. C'est incroyable. Ce genre d'histoire n'arrive généralement pas. Quelque chose a changé. Qu'est-ce qui a changé? Point d'interrogation. Le ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani, là, que vous voyez, a exprimé sa solidarité avec le Liban, a parlé directement avec le président libanais, Joseph Aoun, et a convoqué l'ambassadeur israélien. Vous savez ce qui se passe au Liban, je sais pas comment dire, des bombardements inouïs, incroyables, explosifs des bâtiments civils. Bon, évidemment, on dit qu'il y a des membres de Hezbollah qui sont cachés là-dedans. Je sais pas s'il faut. Il y a eu même les Américains qui se sont plaints, disant j'ai acheté des appartements ici pour mes enfants, pour aller en vacances. Regarde, maintenant les appartements sont partis, on a bombardé. Il n'y a pas Hezbollah là-bas. Hein, l'Italie a aussi critiqué les actions militaires américo-israéliennes plus larges contre l'Iran, comme se déroulant en dehors du cadre du droit international. C'est différent cette fois-ci. Quelque chose a absolument changé. Macron a dit que le Liban devrait être inclus dans le processus de cessez-le-feu. Nous l'avons dit et redit depuis le début de ce conflit, depuis près de 40 jours. C'est en effet par la négociation que nous pourrons apporter les garanties de sécurité nécessaires à la stabilité dans toute la région. Et donc l'annonce de ce cessez-le-feu est une très bonne chose. Notre souhait dans ce contexte, c'est de nous assurer que le cessez-le-feu inclut pleinement le Liban. C'est d'autre part de nous assurer que le mécanisme de coordination qui existe depuis plusieurs mois et qui inclut les États-Unis, la France, soit pleinement réactivé. Et c'est de renforcer le soutien aux forces armées libanaises pour pleinement reprendre le contrôle de leur territoire et lutter efficacement contre le Hezbollah. Bon, Israël a dit bon, ils s'en foutent, hein, eux, ils vont continuer à faire ce qu'ils ont envie de faire. Ils ont des objectifs, ils ont rien à foutre de vous, ils vont continuer à faire ce qu'ils ont à faire. Eh ben, la Chine aussi a parlé. La Chine a appelé aujourd'hui au respect de la souveraineté et de la sécurité du Liban, exhortant toutes les parties à faire preuve de retenue et à éviter toute escalade. La Chine souligne que la souveraineté, la sécurité et l'intégrité territoriale de l'Iran et d'autres pays de la région doivent être respectées. La Chine est profondément attristée par le grand nombre de victimes civiles causées par le conflit. À tout moment, la ligne rouge pour la protection des civils dans les conflits armés ne doit pas être franchie et l'usage indiscriminé de la force est inacceptable. La Chine appelle toutes les parties à remplir leurs obligations en vertu du droit international, y compris le droit international humanitaire, pour assurer efficacement la sécurité des civils et éviter les attaques contre les installations civiles. Pékin a insisté dans ce fait sur la protection des civils et leurs biens. Bon, est-ce que les civils sont protégés? Point d'interrogation. Pékin a aussi déclaré qu'elle continuerait ses efforts pour aider à désamorcer les tensions dans la région. Ça, ce n'est pas bon. Il faut parler différemment. Okay? La position d'Israël sur le Liban est très claire. Okay? Israël, à travers son premier ministre, le monsieur ici, il dit le cessez-le-feu de 2 semaines conclu entre les États-Unis et l'Iran. Il ne s'est pas inclus entre les États-Unis ne concerne pas le Liban. Voilà ce qu'il dit. Il dit Tel Aviv continue ses opérations sous les cibles du Hezbollah, considérant le théâtre libanais comme un conflit séparé. Donc,
pour Israël. L'Iran est un conflit séparé. Le Liban est un conflit séparé. Pourtant, l'Iran a dit, on inclut tout le monde. Donc, la raison pour laquelle on bombarde le Liban, c'est pourquoi? C'est parce qu'on pense que le Liban, c'est un proxy de l'Iran, n'est-ce pas? Bon. Israël dit, non, ça c'est un conflit séparé, il faut pas mettre ça. Les frappes israéliennes lourdes ont continué hier. Évidemment, comme vous voyez là, c'est dur, c'est difficile. Donald Trump a réagi avec brutalité. Il est pas content du tout. C'est la vidéo que vous allez suivre. La vidéo prochaine, on va vous donner un peu plus d'éclairage. Les États-Unis d'Amérique se retirent de l'OTAN. Ils sont très en colère, très en colère du fait que l'OTAN n'a pas réagi. L'OTAN ne s'est pas impliqué militairement. L'OTAN n'a pas soutenu les États-Unis. Ils disent que l'OTAN a été testé et l'OTAN a échoué. Bon, on ne sait pas si c'était un combat ou une guerre de l'OTAN ou c'était une guerre imbriquée ou impulsée par un pays qui n'est pas membre de l'OTAN. C'est pas moi qui le dis, c'est le chef, l'ex-chef de renseignement américain qui a démissionné, le monsieur ici. C'est lui qui disait que cette guerre était impulsée pas par l'OTAN du tout. Est-ce que, puisqu'on est membre de l'OTAN, on doit se lancer dans tout ce que vous faites, même si c'est absurde? Si on est membre de l'OTAN, on ne réfléchit plus à l'individuel pour essayer de balancer, à équilibrer un peu l'intellect. Si on est membre de l'OTAN, si l'un de nous tombe dans un trou, on va tous tomber dans le même trou. Ou l'un de nous peut avoir un peu de retenue pour dire, écoutez, il faut essayer d'équilibrer ici. Parce que ce qui se passe là, c'est inacceptable. Si on est membre de l'OTAN, tout ce que les États-Unis font doit être soutenu à tous égards. Il faudrait quelquefois dire au président américain, monsieur le président, là, on pense que vous faites un peu de trop, ok? Parce que rappelez-vous que dans le passé, il n'y avait pas de problème de détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz était ouvert. L'attaque s'est faite, pourquoi? C'était pour ouvrir le détroit d'Ormuz. Mais avant l'attaque, le détroit d'Ormuz était ouvert, il n'y avait pas un problème. Là, on essaie de résoudre un problème qui n'existait pas avant l'attaque. N'est-ce pas? Et avant cela, on parle de quoi? L'Iran et l'uranium, l'enrichissement, tout le bazar. Mais l'Iran avait signé un accord avec l'Union européenne et les scientifiques européens pour faire le contrôle, pour vérifier à travers Barack Obama. Aujourd'hui, après 2 années de négociations, les États-Unis, avec nos partenaires internationaux, ont accompli ce que des décennies d'animosité n'ont pas permis, un accord global et à long terme avec l'Iran qui l'empêchera d'obtenir une arme nucléaire. Il s'était accordé que l'Iran ne développerait plus son programme nucléaire. En tout cas, il sera soumis à des inspecteurs régulièrement pour pas que ça va au-delà du nécessaire. L'Iran l'avait accepté. Et en réciprocité, l'Europe ouvrira les opportunités en termes de commerce et les sanctions, en tout cas, souleverait quelques sanctions afin que l'Iran puisse respirer, n'est-ce pas? Mais c'est à l'arrivée de monsieur Trump que tout a basculé, parce que Trump disait que c'était absolument absurde. Trump a accusé Obama de choisir Israël au lieu de l'Iran. Donc la guerre de l'Iran, ce n'est pas vraiment une guerre contre l'OTAN. C'est une guerre entre l'Iran et Israël. L'OTAN, en réalité, ne se sent pas en danger vis-à-vis de l'Iran, parce que l'OTAN n'a généralement pas de problème direct avec l'Iran. Voilà ce que c'est, les amis. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. L'Italie se lève contre Israël. Il dit c'est absolument absurde ce que vous faites. Violation du cessez-le-feu, c'est vous le problème. L'Espagne va à quelques kilomètres davantage en réouvrant son ambassade à Téhéran et aussi en fermant son espace aérien, pas seulement aux Américains, mais aussi aux Israéliens. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Qu'est-ce qu'il risque le président ou le premier ministre espagnol?